Lettre aux Français de l'émir Abdelkader, chapitre 1er, du mérite de la science et des savants. Sachez que l'homme, du fait qu'il occupe un espace déterminé dans un lieu déterminé, est un corps comme le reste des corps. Mais, dans la mesure où il se nourrit et où il se reproduit, il est aussi une plante. Et du fait qu'il a la possibilité de sentir et de changer de place à sa guise, il est aussi un animal. Enfin, parce qu'il a une forme extérieure déterminée et une certaine façon de se tenir debout, il est également comme une image que l'on aurait peinte sur un mur. De même que le cheval participe de l'âne par sa force qui lui permet de porter des fardeaux, mais se distingue de lui par la faculté qu'il a de s'élancer à l'assaut pour galoper ensuite dans une furie éperdue, ainsi que par la beauté de sa forme extérieure, si bien que, fait pour incarner ses qualités, il se ravale au rang de l'âne pour peu qu'il vienne à les perdre. De la même manière, l'homme participe de la nature des minéraux et des animaux, dans certains cas, mais se distingue d'eux dès que s'offre à lui l'occasion de manifester les qualités particulières sur lesquelles se fonde sa dignité. Le privilège de cette dignité ne lui vient pas de l'importance physique de sa personne, car l'éléphant est plus massif que lui, ni de son courage, car le lion est plus courageux que lui, ni de la quantité de nourriture qu'il est capable d'absorber, car le chameau a le ventre plus vaste que lui, ni de sa puissance de conjonction sexuelle, car le plus vil des passereaux est plus puissant que lui dans ce domaine. La dignité de l'homme, sa propriété particulière, propriété par laquelle il se distingue de tous les êtres, est la science qui le rend parfait. Il faut savoir en effet que la perfection de toute chose se confond avec l'accomplissement de la qualité qui lui est propre, qualité qui lui permet de se distinguer, alors que son imperfection n'est autre que la disparition de cette qualité. On qualifiera une chose de parfaite dans la mesure où la qualité qui lui est particulière se manifestera en elle, et d'imparfaite si cette qualité vient à disparaître. Ainsi, la qualité par laquelle se distingue le cheval de race, celle qui représente la réalité intime de l'espèce, comprend un certain nombre de caractères bien définis, l'élan dans le galop soutenu par des jambes qui ne doivent être ni trop longues ni trop courtes, ainsi que la compréhension des signes donnés par le cavalier, qui doit pouvoir lui commander de courir à l'assaut ou de prendre la fuite, d'aller d'un pas doux ou rapide, de marcher la tête haute ou de galoper. Si cet ensemble de caractères se manifeste avec excellence, on dira du cheval qu'il est parfait. Deux sentiments pourront donc naître de la manifestation de la qualité particulière d'un être, le respect que l'on éprouvera pour sa perfection, le mépris que l'on affichera pour son imperfection. Ainsi, la qualité propre de l'homme est cette faculté qu'il a de connaître la vérité des choses par-delà les apparences qui s'offrent à lui. Par-delà le voile du doute, qui, une fois levé, laissera le champ libre à sa perspicacité, de telle sorte que la vérité des choses se découvrira enfin à lui, porteuse de certitude. Parmi les hommes, on donnera donc la préférence à l'un ou à l'autre en raison de la perfection ou de l'imperfection de cette vertu particulière. Si bien qu'un seul homme pourra parfois être compté pour 1000, ainsi que l'ont rappelé les poètes, citation, « Je ne prends pas en considération l'exemple des hommes qui ont marché vers la gloire, les uns précédant les autres, jusqu'à ce que 1000 d'entre eux soient comptés pour un seul. » En effet, 1000 d'entre les hommes ont parfois la même valeur qu'un seul. Mais lorsque le danger menace, un seul peut compter pour 1000. Fin de citation. Rien n'est plus vil de la part de l'homme, étant donné ce que Dieu lui a accordé de puissance grâce à la faculté qu'il a de parvenir à la perfection par la science, que de négliger sa propre personnalité, la dépouillant de cette faculté. Autre citation du poème, « Je ne vois rien parmi les défauts des hommes qui soit plus grave que l'imperfection chez ceux qui ont le pouvoir d'acquérir la perfection. » Puisque la perfection de l'homme réside dans la science, tout homme aimera naturellement la science et souhaitera la posséder. Il se réjouira quand on voudra bien lui en attribuer ne serait-ce qu'une modeste dose
bien qu'il sache parfois que celui qui honore les autres du titre de savant peut être un menteur. Et il s'affligera si on lui refuse d'occuper un rang parmi les hommes de science, car l'homme savoure la science pour son propre plaisir et pour la perfection qu'elle lui apporte, non pour les avantages matériels qu'elle procure. Il est évident qu'aux yeux des savants, il n'y a pas de plaisir supérieur à celui que la science apporte, car dans la mesure où il s'agit d'un plaisir incorporel, ce plaisir échappe à tous les malheurs et à tous les déboires de l'existence. On sait que le plaisir corporel n'est jamais autre chose que la cessation d'une douleur. Ainsi, le plaisir de manger commence quand cesse la faim. Le plaisir de la conjonction sexuelle quand se résout la souffrance causée par l'excès de liquide séminal. C'est le contraire de ce qui se passe quand on a affaire au plaisir incorporel, qui a assurément plus de saveur et met surtout en jeu un plus vaste appétit. Voilà pourquoi certains savants, lorsqu'il lui arrivait de triompher d'une difficulté qui se posait à lui dans le domaine de la science, pouvaient proclamer avec raison « Comme les rois et les fils de rois sont loin de ce plaisir ». On sait que les plaisirs concernant l'homme, ceux qu'il est le seul à éprouver, et ceux qu'il ressent au même titre que les autres êtres, sont de plusieurs sortes. Les plaisirs intellectuels, les plaisirs corporels qu'il partage avec quelques animaux seulement, et les plaisirs qu'il a en commun avec tous les animaux.